à tous. Merci à tous d'être là. Et moi, je suis personnellement ravi. C'est mon premier voyage à Mayotte. J'ai été assez souvent dans l'océan Indien, dans pas mal d'endroits, mais je ne connaissais pas Mayotte. Et donc, ça fait partie, je pense, quand même de mes motivations lorsque Bonsaf a insisté quand même pour que je vienne. Mais voilà, on a tous besoin aussi de se retrouver, de se revoir et d'échanger. C'est quand même plus facile pendant les interventions, mais aussi pendant les pauses café et autres moments. Voilà, donc je suis avec vous pendant 3 jours et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger pas mal. Alors, est-ce qu'on commence par la première diapositive? Ça serait peut-être... voilà, très bien, parfait. Donc, on va voir... Il y a pas mal d'animations qui étaient prévues, donc du coup, je vous demanderai de passer au fur et à mesure. Voilà. Donc, moi, j'interviens ici pour présenter un contexte national, hein, et vous indiquer un peu comment il est organisé, de manière à peut-être positionner un petit peu, voilà, plus précisément le contexte local. Finalement, c'est faire le lien entre le national et le local. Et donc, le national, c'est une stratégie nationale de santé sexuelle, c'est SNSS en abrégé, et sa deuxième feuille de route 2021-2024, hein, puisqu'on a, le ministère a accepté qu'on fasse un an de plus parce que, vu ce qui vient de se passer avec la crise, c'est mieux de se situer dans un temps un petit peu plus long. Diapositive. Alors, c'est à peu près autour de 2017 que la problématique de la santé sexuelle, telle que je vais la décrire maintenant, a été réfléchie au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu un constat qui a été partagé par plusieurs évaluations externes à ce moment-là, que tout ce qui concernait la santé sexuelle au ministère de la Santé, et dans les autres ministères d'ailleurs, était assez morcelé. Il y avait différents plans, il y avait différentes politiques publiques, il y avait aussi des initiatives locales, et que tout ça n'était pas vraiment coordonné, en particulier au niveau interministériel. Donc, diapositive. Donc, à ce moment-là, ce qui a été décidé, c'est d'avoir une stratégie nationale, et cette stratégie nationale a été vue sur le long terme, puisqu'on a dit 2017, on va se projeter à 2030. Vous savez que 2030, c'est maintenant l'horizon qui est fixé aussi pour ce qu'on appelle la fin du sida. Donc c'est certainement en rapport avec ceci. Et l'idée étant d'avoir une stratégie nationale qui regroupe un peu tous les éléments de la santé sexuelle et reproductive. J'insiste bien là-dessus, j'y reviendrai à quelques reprises, avec quelques mots-clés qui sont apparus, qui sont des mots-clés forts, hein, quand même, et je pense qui résonnent à beaucoup d'entre vous. Le mot d'autonomie, le mot de satisfaction et le mot de sécurité. Et l'idée aussi que tout ceci, ce ne sont pas des choses qui interviennent à un moment particulier, mais qui doivent se retrouver tout au long de la vie et pendant assez longtemps. Diapositive. Alors, la SNSS, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une stratégie nationale de santé sexuelle, on a fait disparaître ce que certains d'entre nous, les plus anciens, ont connu et qui a rythmé quand même depuis les années 90 la lutte contre le sida, c'est-à-dire ces plans quadriennaux de lutte contre le sida. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de plan de lutte contre le sida qu'on ne s'intéresse plus au sujet, mais c'est plutôt parce qu'on intègre la lutte contre le sida à un dispositif, à une réflexion beaucoup plus générale. Et c'est ça qui est souhaité sur la période 2017-2030, avec depuis, comme vous le savez en plus, un ministère de la Santé qui a affiché une stratégie nationale de santé, c'est-à-dire qui regroupe la santé sexuelle dans plein d'autres domaines. Et donc l'idée, c'est d'intégrer la santé sexuelle dans les autres dimensions de la santé. Alors, c'est très bien d'avoir une stratégie à horizon 2030. Aucun ministre de la Santé ne tiendra de 2017 à 2030, c'est évident. Et donc, il a fallu, et c'était logique, couper cette longue période en périodes beaucoup plus courtes. C'est ce qu'on appelle les feuilles de route. Et donc, il y a eu une première feuille de route 2018-2021, très impactée, évidemment, comme vous l'imaginez, par ce qui s'est passé par la crise Covid, et une deuxième feuille de route qui commence maintenant. Diapositive. Alors, donc je vous l'ai dit, la première feuille de route s'est arrêtée fin 2020. Et donc, en début 2021, il y a eu un début de bilan qui a été dressé. On a un petit peu changé d'équipe, ou très modestement, en tout cas, j'ai pris la présidence de la nouvelle équipe. On a réfléchi sur une période de temps assez courte, hein, finalement, du mois d'avril à octobre, à la fois faire le bilan et dresser quelques pistes d'action qui sont devenues des fiches actions
et je vais vous expliquer comment tout ceci a été construit, pour arriver à faire des propositions ministérielles vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et vous voyez un ministre qui a été assez réactif, puisqu'il a validé notre feuille de route dès le mois de novembre, avec une communication qu'il a faite autour du 1er décembre de l'année 2021. Diapositive. Alors, donc, comme je l'ai dit, un comité de pilotage. Donc, mon prédécesseur Patrick Kenny a travaillé sur la première feuille de route. Je m'occupe de la deuxième. J'ai la charge d'animer un comité qui comporte beaucoup d'acteurs. Et c'est ça la complexité, des acteurs d'administration. Alors vous voyez qu'en fait, on pourrait penser que la santé sexuelle et reproductive, ça ne concerne que le ministère de la Santé, mais pas du tout. Ça concerne aussi beaucoup et de plus en plus le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ça concerne la jeunesse et des sports, et ça concerne les Outre-mer. Je dois dire que les acteurs de l'administration centrale du ministère des Outre-mer ont été très présents pendant toute cette construction. Ça concerne le monde associatif. Bien sûr, ils ne sont pas tous représentés, mais un certain nombre le sont. Des sociétés savantes, là, vous voyez, les gynécologues, la médecine générale, des choses comme ceci. Beaucoup de structures aussi, puisqu'il y a beaucoup de structures qui interviennent. Je vous montrerai une petite diapositive tout à l'heure. Et puis des institutions et des agences qui ont peu ou prou intérêt à ce sujet. Donc ça fait beaucoup de monde à réunir, ça fait beaucoup de monde à essayer de mettre ensemble et de définir des choses communes, mais je dois quand même dire que ceci s'est passé avec beaucoup de travail, tout en dématérialisé, évidemment, cette année, mais a été, je pense, relativement efficace et a plutôt bien fonctionné. Il y a vraiment une très bonne volonté de la part de tous les acteurs listés ici, mais il y en a d'autres, de travailler ensemble sur ces sujets. Diapositive. Alors, là, on n'a plus de diapositive, voilà. Donc on arrive à la production, entre guillemets, de notre travail de l'année 2021. C'est un rapport. C'est un rapport qui est sur le site du ministère, donc qui est tout à fait public pour tous ceux que ça intéresse et qui sont, qui veulent s'intéresser au sujet, qui est un rapport un peu long, évidemment, 95 pages, mais dont il existe une synthèse de 6 pages. Donc ça, c'est déjà plus facile pour en maîtriser les principaux éléments. Et donc c'est ça un petit peu que je vais vous décrire, sans rentrer dans le détail, bien évidemment, dans les minutes qui viennent. Diapositive. Alors d'abord, quelques éléments de principe. Diapositive. Moi, j'ai demandé à ce que, finalement, tout ce qui concernait la santé sexuelle et reproductive, ça soit divisé en 2 grands blocs. Parce que ça me semblait les grands axes sur lesquels on devait travailler. Un axe autour de tout ce qui concerne la promotion. On entend par promotion tout ce qui va concerner aussi l'éducation et la formation, y compris des professionnels, où là, il y a eu beaucoup de choses à faire et continuer à être faites dans les années à venir en matière de professionnels, aussi bien santé que sociaux. Et puis le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne les parcours, parce qu'on a des véritables sujets en termes d'intervention. On a des interventions qui sont de plus en plus quand même souvent techniques, qui sont de plus en plus biomédicales, notamment en matière de VIH. Et ces interventions, le risque quand on est dans le technique et le biomédical, c'est qu'elles soient fragmentées et qu'on n'ait pas la notion de parcours pour les personnes qui en sont les usagers. Et donc l'idée de constituer des parcours est absolument essentielle, parcours qui part de la prévention et du dépistage et qui va sur les prises en charge des malades ou des personnes vivant avec. Diapositive. Tout ceci ne peut se concevoir que si on a des connaissances et que si ces connaissances sont régulièrement actualisées. On a vu au cours des dernières années, notamment pour le VIH, beaucoup de nouvelles informations apparaître. Comment est-ce qu'on prend les informations validées pour les exploiter et les utiliser sous la forme de politique publique, et comment après on passe l'information à tous ceux, vous en faites partie, qui en ont besoin d'informations actualisées. Donc c'est ça un peu le sujet de rajouter dans la stratégie un axe support. Et puis diapositive, d'avoir 2 dimensions, me semble-t-il, qu'on est obligé d'avoir, des actions qui s'adresse à la population générale. Et ici, la population générale nous intéresse tout particulièrement, et notamment, bien sûr, la population jeune.
Mais à côté de ça, il faut aussi qu'on ait des actions qui ciblent ce qu'on appellera, selon les dispositifs, les populations clés ou les populations vulnérables, et pour lesquelles les actions qu'on mène dans la population générale ne sont soit insuffisantes, soit adaptées. Donc il faut mélanger les deux. De la même manière, il faut qu'on ait une politique nationale. Sur tout le territoire national, on doit avoir la même politique et les acteurs doivent avoir les mêmes prérogatives et les usagers devraient avoir les mêmes services. Néanmoins, nous ne sommes pas innocents et nous savons qu'il y a des inégalités territoriales fortes et que notamment l'inégalité territoriale ultramarin hexagone existe et qu'il faut en tenir compte, d'où la nécessité d'avoir des actions spécifiques qui, de mon point de vue, se rajoutent aux actions nationales pour les territoires ultramarins. Diapositive. Donc tout ceci essaye de donner, je dis bien essaye, de donner une approche qui va être transversale, globale et intégrée et la plus positive possible. Plusieurs d'entre vous ont parlé depuis ce matin de la lutte contre le sida comme la lutte contre la maladie, certainement, mais il faut aussi qu'on ait une vision de plus en plus positive de ce que l'on met dans la santé sexuelle et reproductive et la manière de proposer des actions qui soient certainement pas du tout stigmatisantes, et on en a parlé tout à l'heure avec Ayapac. Alors, diapositive. Donc tout ceci, je le résume dans un document donc, de 95 pages, comme je vous l'ai dit. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 37 actions dans la feuille de route, 37 actions qui vont être déclinées sur 4 ans. Voilà. À peu près, on a sélectionné 8 actions pour tout ce qui concerne le volet information, éducation et promotion de la santé. On a mis 15 actions pour tout ce qui concernait les parcours, 5 actions pour connaissances, et puis 9 actions pour les Outre-mer. Alors, je dis tout de suite, les 9 actions pour les Outre-mer, il y a 2 actions qui sont spécifiques aux Outre-mer, c'est-à-dire qui se rajoutent aux actions hexagonales et qui seront proposées partout dans tous les territoires. Et puis, il y a une action par territoire ultramarin. Et donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer la fiche concernant Mayotte telle qu'elle a été proposée par l'ARS après consultation d'un certain nombre d'acteurs. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a là-dedans va résumer absolument tout ce qui va se faire, bien évidemment. Mais ça donne quand même un cadre, et ce cadre donne des priorités qu'on peut décliner et on peut exécuter sur une période de 4 ans. Diapositive. Alors, très rapidement, quelques orientations générales pour bien comprendre. Diapositive. Tout d'abord, il s'est passé au cours des 4 dernières années des choses qui ont plutôt bien fonctionné, des choses qui ont été installées au cours des 4 dernières années. Et l'idée, c'est de les poursuivre ou de les amplifier lorsqu'elles ont été lancées. Là, vous pouvez taper 4 fois sur la diapositive pour avoir les 4 petits points qui viennent après. Voilà, très bien. Voilà, exactement. On a fait une expérimentation dans quelques départements de l'Hexagone et en Guyane, si je me souviens bien, autour du pass préservatif pour les jeunes. Et on voit bien que cette expérimentation semble donner quand même de bons résultats. Et donc ça, c'est une expérimentation qui va devenir une généralisation progressive. Des décisions assez récentes sur l'amélioration de l'accessibilité financière à l'IVG et à la contraception vont donner lieu à un déroulement très clair sur les 4 ans à venir. Quelques expériences ont été menées en métropole sur des centres de santé sexuelle à base communautaire qui vont être élargis et qui vont être multipliés pendant les 4 ans à venir. Enfin, le service sanitaire et le développement professionnel continu des médecins en matière de santé sexuelle, ce sont des choses qui ont été installées au cours des 4 dernières années sur lesquelles on va pouvoir continuer à faire des choses pendant la période des 4 ans en cours. Et puis, il y a quelques mois à peine, 6 mois à peine, 7 mois maintenant, le ministre a accepté que les médecins généralistes soient en capacité de prescrire la prophylaxie pré-exposition en première ligne. Voilà. On commence à voir les effets depuis il y a très peu de temps, en quelques mois. On n'a même pas de statistiques encore pour savoir combien de nouveaux médecins s'intéressent à ça et sont en train de le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va dérouler sur les 4 ans à venir, incontestablement. Diapositive.
Sur le reste, je dirais que on a, oui, non, vous pouvez passer tout comme ça sera plus facile. On mettra tout, voilà, très bien. Sur le reste, on a des choses qui sont à nouveau en train de se mettre en place depuis, qui ont été mises en place au cours des 2 dernières années et qui vont à nouveau s'élargir. Alors, elles vont pas s'élargir sur tous les territoires partout en même temps, hein, mais le renforcement de l'information et de l'éducation à la sexualité dans les maisons des adolescents. Je crois que l'un des intervenants avant moi a évoqué ces maisons ici. La formation des médecins généralistes à la PrEP, et puis d'une manière générale l'information sur la prévention combinée, j'y reviendrai dans un instant. Ce sont des choses sur lesquelles maintenant on peut insister d'une manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus positive, à nouveau qu'on ne l'a fait dans les années écoulées. Diapositive. Je terminerai ces orientations générales en rappelant qu'on a un objectif, effectivement, diapositive, de renforcer l'offre de dépistage, parce que l'offre de dépistage, ça c'est très clair qu'aujourd'hui, dans la cascade qui vous a été montrée, que l'on raisonne en 90, 90, 90, ou que l'on raisonne maintenant en 95, 95, 95, c'est le premier élément, c'est-à-dire le dépistage lui-même qui nous pose problème. Et ça, diapositive, c'est quelque chose sur lequel la crise sanitaire nous a créé un souci. On avait depuis à peu près 7 à 8 ans une augmentation régulière sur tous les territoires en métropole et dans les Outre-mer de l'usage du dépistage, et cette courbe a été brutalement arrêtée, voire même repartie à la baisse. Vous avez cité, Madame, tout à l'heure, un chiffre de moins 30% sur le territoire de Mayotte. C'est plus de 20% à l'échelle nationale. Donc c'est quelque chose qu'on a absolument vécu partout, et on sait qu'une chute comme ça de l'utilisation des services très rapide est compliquée à faire remonter. Donc ça va être le sujet principal probablement sur les 2 ans à venir. D'une manière générale, on s'aperçoit, et j'y reviendrai dans un instant, que l'offre est quand même un peu compliquée et que donc elle n'est pas toujours lisible de la part des usagers. Donc on peut à nouveau faire des efforts dans ce domaine. Diapositive. Donc ça se fera diapositive encore, avec un portail unique qui s'appelle santé.fr, qui va devenir opérationnel très très bientôt, et qui va rassembler toutes les informations qu'on trouve autrement sur différents supports. Et puis l'introduction de la téléconsultation en santé sexuelle, qui finalement est un des dérivés, entre guillemets, de ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire, va à nouveau offrir d'autres possibilités. On en parlait avec Marc hier soir, des possibilités de faire venir certains usagers qui ne seraient peut-être pas venus en présentiel. Et donc, il ne faut pas remplacer l'un par l'autre, mais il faut diversifier nos propositions en la matière. Enfin, un sujet qui est peut-être moins important ici, mais qui, à l'échelle nationale, nous préoccupe beaucoup, c'est certaines populations nouvelles. D'abord, la population des prépeurs qu'on est en train de constituer et qui va devenir une population dont il va falloir suivre les usagers d'une manière qu'on avait peu encore l'habitude de faire, en termes de prévention. Et puis les chemsexeurs. Le chemsex est devenu en métropole un sujet probablement très important. Je ne pense pas, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas eu l'information qu'il était devenu très important ici, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et pour lequel il faut avoir des actions nouvelles. Voilà, et je termine en reparlant des indicateurs et des données. Alors, je vais peut-être maintenant essayer d'aller, non pas assez vite, mais diapositive, reprendre dans les 2 axes, dans les 3 axes, quelques actions et vous montrer à quoi ressemble le déroulé de l'action, si je peux dire. Je vais parler ici de la prévention combinée et puis je vais parler de la semaine du dépistage, qui me semble être 2 actions sur lesquelles c'est intéressant d'avoir tout de suite quelques informations, dont diapositive. Alors, la prévention combinée, c'est quelque chose pour lequel les associations, le monde associatif s'est beaucoup mobilisé en faisant beaucoup de communication depuis pas mal de temps finalement, et pour lequel la puissance publique, enfin l'État, le ministère de la Santé était en retrait, hein, et notamment communiquait peu et communiquait pas d'une manière très efficace. Alors là, j'ose espérer que, de mon point de vue, les blocages sont levés. Vous avez parlé de blocage tout à l'heure sur le terrain en parlant de l'IREPS et d'autres initiatives anciennes. Là, on a des blocages qui sont en train de se lever et donc il y aura une vraie communication officielle, publique, à partir de l'année 2022 sur la prévention combinée et non plus sur des actions individuelles, hein. Et donc, je rappelle que la prévention combinée, aujourd'hui, c'est la mélange entre le TASP, le traitement pour tous universel, la PrEP, les préservatifs internes et externes, les vaccinations,
extrêmement important. Vous avez parlé tout à l'heure de la vaccination contre l'hépatite B, le TPE et la contraception. Et voilà, voilà. Donc là, il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Et on a des engagements que, notamment, Santé publique France sera proactif dès l'année 2022 sur une promotion institutionnelle beaucoup plus forte de la prévention combinée. Diapositive. Et le deuxième point est peut-être est très important aussi, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point, mais on en parlera certainement avec vous dans la suite des débats. Les semaines du dépistage ont bien fonctionné sur votre territoire, en tout cas. En métropole, ça a relativement bien fonctionné au cours des dernières années. L'idée, c'est qu'à partir de cette année 2022, on fait évoluer cette campagne de dépistage où pendant une semaine, on faisait une incitation très marquée aux usagers à se faire dépister, à la population générale à se faire dépister, pour les transformer en une semaine générale de promotion de la santé sexuelle, pendant laquelle on pourra parler et communiquer de différentes dimensions de la santé sexuelle. Alors le ministère de la Santé entend quand même néanmoins donner un thème national chaque année. Et donc le thème 2022, ça sera les luttes contre les discriminations et la sérophobie. Mais ce thème va être décliné en région et en territoire avec une certaine souplesse. L'horizon qui a été fixé, c'est de mai 2022 pour cette année. Donc je ne sais pas si ça s'appliquera à tous les territoires ultramarins, notamment vous qui êtes dans l'hémisphère austral. Je ne sais pas si c'est la meilleure période pour faire une semaine nationale. Mais en tout cas, c'est l'horizon qui a été fixé, qui est en préparation assez active pour l'année 2022. Voilà, alors je poursuivrai assez vite, vous pourrez passer là-dessus, c'est peut-être pas la peine de m'étendre, voilà, parce que vous pourrez relire tous ces documents assez facilement. Et donc je passe au parcours. Sur parcours où il y a 15 actions, je ne vais pas en citer beaucoup, mais je vais peut-être parler de quelque chose qui est intéressant et qui va nous amener à réfléchir et vous amener à réfléchir dans le cadre de votre diagnostic, c'est comment est-ce qu'on coordonne l'offre en santé sexuelle et reproductive. Alors, diapositive. Finalement, ce dont on s'aperçoit à l'échelle nationale, c'est que l'offre est quand même vaste. Et je vais revenir dans un instant sur un petit schéma, mais elle n'est pas toujours lisible. Et elle n'est pas toujours lisible pour les usagers. Et parfois, les acteurs sont eux-mêmes dans des logiques qui ne sont pas toujours extrêmement faciles à comprendre. Alors là, le ministère a pris une décision qui est évidemment une décision très administrative, mais que je comprends un petit peu, qui consiste à demander à l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, donc l'IGAS, de les aider à faire un bilan sur le niveau de coordination qu'on a en matière de politique de santé sexuelle et reproductive, afin de réfléchir ou de lui faire des propositions sur comment coordonner les choses au niveau pour les années qui viennent. Diapositive. Alors en fait, cette demande, je peux la comprendre quand je vous montre sur ce petit graphique-là, enfin sur cette petit diagramme, qu'est-ce qu'il y a comme force en présence en matière de santé sexuelle et reproductive. Alors je m'excuse, la métropole est très grande et les outre-mer sont tout petits, peut-être, mais vous voyez, c'est la partie droite qui vous intéresse, mais regardez aussi en métropole. Tout ce qui est en jaune, ce sont les acteurs de la prévention et du dépistage. Tout ce qui est en vert, ce sont les acteurs de l'information au public et de la promotion de la santé sexuelle. Tout ce qui est en bleu, c'est l'accompagnement et la prise en charge. Et la coordination, la seule chose qui coordonne un petit peu, je dis bien un petit peu, ce sont les corévis. Ce qui ici s'appelle le corévi océan Indien, avec les difficultés de coordonner déjà deux territoires relativement distants l'un de l'autre. Et de toute façon, en métropole, les corévis n'ont pas non plus pour action de coordonner dans la pratique tout ce qui se fait en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc la question va être, est-ce qu'il faut plus coordonner et comment coordonner les différentes actions qui sont menées en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc là, c'est l'IGAS qui donnera, disons, quelques éléments de cadrage dont j'espère le ministère s'emparera. Toutes les choses vont aller assez vite. La lettre de mission de l'IGAS, elle va partir ce mois-ci, donc au mois de février. Les inspecteurs de l'IGAS sont des gens très actifs et très dynamiques, et donc normalement ils travaillent assez vite. Donc on les attend pour, je dirais, de mars à septembre ou de mars à octobre, ce qui permettrait au ministère de la Santé de prendre des décisions en matière de coordination d'ici la fin de l'année. C'est grosso modo ça l'idée. Diapositive. Alors c'est d'autant plus important que la santé sexuelle, elle se retrouve diluée quand même, ou diluée ou intégrée
dans les projets régionaux de santé. Je ne sais pas où en est la discussion sur le projet régional de santé de Mayotte, mais je peux imaginer que ça doit être un moment où on réfléchit à la suite. Mais il y a aussi maintenant des contrats locaux de santé. C'est aussi quelque chose qui vient se rajouter, dans lequel il y a des dimensions telles que celles que j'ai écrites. Et il y a aussi, en tout cas je sais en métropole, des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc dans tout ceci, il y a un petit peu de santé sexuelle et reproductive, si je peux dire. Donc il faut qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Et finalement, le réseau des Fast Track Cities que Bertrand Audouin a présenté tout à l'heure, il a la vertu d'être au moins une approche qui vise à intégrer les acteurs sur un territoire, sur un domaine qui est celui de la santé sexuelle et reproductive. Mais pour tout le reste, on doit travailler dans une logique bien plus vaste. Voilà, diapositive. Alors je passerai assez rapidement, allez-y, oui. Je dirais quand même un mot sur l'action numéro 13, parce que l'action numéro 13, elle vise donc à nous donner une nouvelle dimension dans la pratique du dépistage en France. Alors, par le dépistage gratuit et sans ordonnance dans les laboratoires de biologie. Et je vais peut-être montrer tout de suite sur la diapositive suivante ce qu'il en est. Diapositive. Voilà. C'est quelque chose qui s'appellera désormais Vitest. Ça s'est appelé Labo sans ordo pendant son expérimentation sur le département des Alpes-Maritimes et sur Paris. Mais ça va être généralisé donc à partir de 2022 sur tous les territoires. Il s'agit de mettre en place donc, une offre où n'importe quel usager pourrait aller dans un laboratoire d'analyse biologique et se demander à se faire tester et se faire tester sans aucune ordonnance et sans aucun passage par un préalable, par un médecin ou par une structure type Cégide. Donc ça vient se rajouter, hein, bien évidemment, aux offres qui existent. Voilà, donc je ne sais pas à quel niveau je sais que donc, dès que l'annonce a été faite par le ministre le 1er décembre, certaines ARS ont commencé à travailler très vite. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été assez frappé puisqu'on a été quasiment convoqué par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine dans la semaine avant Noël, ce qui est quand même pas le meilleur moment pour commencer à réfléchir à de nouvelles actions. Enfin, voilà. Mais il y a donc certaines ARS qui bougent très vite, d'autres qui bougent peut-être un petit peu plus lentement. Il faut qu'on s'adapte à chaque territoire. L'idée est de commencer à exécuter ce programme qui vient rajouter de l'offre de dépistage pendant l'année 2022 sur les différents territoires en France. Et je pense qu'on aura d'assez bons résultats. Alors il y a quelque chose qui se pose, évidemment, une question qui se pose, c'est on ne va pas voir un médecin avant, mais donc comment va-t-on naviguer dans le programme et dans les parcours une fois que l'on a eu une annonce. Et donc là, il va y avoir des différences. Il y a à mon avis 2 modèles, si je comprends bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des régions où SIDA Infoservice va servir de relais ou de plateforme pour la navigation, et puis d'autres territoires où ce sont en général les Corévis eux-mêmes qui vont s'organiser pour prodiguer ces services. Et là, chaque ARS décide, en fonction d'un petit peu des acteurs locaux et des souhaits, comment cela va se passer. Voilà. Donc je tenais à indiquer ça, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la situation spécifique de Vitest à Mayotte. Diapositive. Je vais passer assez vite sur la suite. Les mentionner donc d'autres choses qui sont plus du domaine de l'expérimentation ou sur la TPE, je dirais rien de spécial à ce stade. Diapositive. Je dirais peut-être un mot sur l'accès à la contraception et aussi, diapositive, il y avait l'amélioration. Voilà, sur la contraception, on allez-y passer à la diapositive suivante. Voilà. Il y a eu une extension récente, hein, il y a quelques mois ou semaines même, à peine, de la prise en charge à 100% pour l'assurance maladie obligatoire et de l'AME des frais liés à la contraception pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Et qui a été votée dans le cadre de la loi de sécurité sociale 2022 et qui donc peut s'appliquer théoriquement depuis le 1er janvier. Alors, je crois qu'il y a eu des petits retards à l'allumage. Là, il y a eu, je crois, 3 semaines pendant lesquelles c'était techniquement pas possible, je crois, au niveau de l'assurance maladie. Mais tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai vérifié avant de partir. Et donc, on a là quand même quelque chose qui, je pense, est utile et vient rajouter de l'offre. Et puis d'autres choses en matière d'accès à la contraception qui sont listées ici et qui vont progressivement se mettre en place. Diapositive.
Voilà, je terminerai les parcours en parlant peut-être rapidement des actions de réduction des risques à destination des personnes en situation de prostitution. Je sais que c'est un sujet sensible, c'est un sujet sur lequel les organisateurs de cette conférence sont très engagés ici localement. Diapositive. Et là, l'idée est de stimuler et d'encourager et donc d'accompagner les structures qui vont aller dans les démarches d'aller vers lorsque c'est possible et lorsque c'est adapté et donc de donner un coup de boost, si je peux dire, pour parler en mauvais franglais, à ce type d'initiative. Voilà, donc j'en ai quasiment terminé. Je dirais un mot à la diapositive sur les actions. Vous pouvez nous dérouler là, voilà, dérouler tout ça, très bien, parfait. Encore une dernière. Voilà, sur ce qui concerne les connaissances, je voudrais attirer votre attention sur un point. La coordination, je vous l'ai montré, elle est pas simple. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organisations, chacun a sa responsabilité, sa logique aussi. Et donc, créer de la coordination, c'est important. Mais moi, j'ai demandé aussi, et je crois que j'ai obtenu gain de cause, qu'on essaye aussi de mettre de l'ordre dans les données et qu'on essaye de mettre de l'ordre dans la manière dont on exige des données aux acteurs de terrain. Je sais que ceux qui travaillent sur le terrain, on les sollicite vos sous pour faire des rapports. Ces rapports remontent. Il y a de l'appropriation plus ou moins au niveau local, plus ou moins au niveau régional, au niveau national, et après tout ça redescend. Et tout ça n'est pas extrêmement coordonné non plus, d'où diapositive. L'idée que j'ai poussée, diapositive, et qui est en train de se mettre en place de ce que j'appellerais un tableau de bord, qui aura, à mon avis, 2 niveaux. Un tableau de bord qui montrera un peu les principales priorités de cette stratégie et qu'on ait chaque année quelques indicateurs clés qui nous permettent de nous y retrouver et de manière un peu organisée, et si possible que ça ne soit pas qu'au niveau national, c'est-à-dire à nouveau qu'on ait si possible des déclinaisons loco-régionales qui soient proposées et qui soient utilisées par les acteurs locaux. Voilà. Ça paraît très simple. Moi qui suis épidémiologiste de métier, et c'est un métier que maintenant tout le monde connaît, vous vous diriez, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt? Mais c'est parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'offre en santé sexuelle et reproductive, c'est multiplicité d'acteurs, donc multiplicité de logiques, multiplicité de logiques de rapports, de restitution d'informations, et relativement peu d'interrelations entre ces différents rapports et ces différentes bases de données, finalement. Voilà. Alors je ne dis pas qu'on va y arriver, je ne dis pas qu'on va y arriver dès cette année, mais en tout cas, on va faire un effort dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour demander moins de travail à ceux qui exercent sur le terrain leur mission, parce que c'est leur priorité, plutôt que de remplir des rapports, et faire un meilleur usage des données qu'on fait remonter pour que ça soit un petit peu plus efficient. Voilà, on s'est fixé 2 ans pour ça. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais on s'est fixé 2 ans. Alors j'en arrive pour terminer aux Outre-mer. Donc, comme je l'ai dit, 2 actions spécifiques aux Outre-mer qui viennent se rajouter aux actions que je viens de présenter. Donc, cette première action spécifique aux Outre-mer qui est applicable dans toutes les Outre-mer, ce sont les actions de santé sexuelle au sein du service militaire adapté. Je n'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'informations à vous partager avec vous sur le sujet, si ce n'est que c'est donc la DGOM qui est en charge de ceci, et l'information que j'ai eue avant de partir, c'est que c'était en bonne voie. C'est-à-dire que c'est une des premières actions que les Outre-mer entendent mettre en place dès cette année 2022. Je serais intéressé de savoir s'il y a eu déjà des discussions ici ou si c'est encore un petit peu préliminaire. Deuxième action, et à mon avis elle est très intéressante ici, c'est essayer de renforcer l'intégration régionale de vos territoires avec les pays voisins dans des instances de coopération régionale. Alors pour vous, c'est la Commission de l'océan Indien. Et de mon point de vue, ça peut être tout à fait bénéfique et utile, compte tenu, bien sûr, en particulier du contexte géographique et démographique du département Mayotte. Voilà. Donc là, c'est plutôt le ministère des Affaires étrangères qui se chargera de travailler avec vous sur ce sujet. Mais vous avez déjà vous-même beaucoup de relations avec les îles avoisinantes et les Comores, pour ne pas les citer, mais Madagascar aussi,
pour voir très bien à quoi je peux faire référence. Diapositive. Alors, les deux dernières diapositives, c'est ce que nous avons mis dans la feuille de route qui concerne les territoires ultramarins qui vous concernent. Et à nouveau, ce qui a été validé par le ministère de la Santé, c'est ce que les ARS ont fait remonter sur la base des informations qui ont été discutées ou échangées dans le contexte bien difficile de l'année 2021. Donc, un focus particulier pour l'île de Mayotte sur la promotion de la contraception, sur les années 2022-2023, avec ici un certain nombre d'actions qui ont été proposées et qui sont proposées pour exécution. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans le document, mais je suis sûr que dans les journées et demie qui nous restent, on va reparler de ces différents éléments. Et puis je ne pouvais pas quand même ne pas vous montrer aussi, diapositive suivante, ce que la Réunion a choisi, puisque à nouveau chaque territoire a fait un choix, de rajouter une action qui lui soit spécifique. Pour la Réunion, c'est la réduction des risques liés au genre et à la sexualité auprès des jeunes, et ça sera ça leur focus, en tout cas pour l'année 2022. Voilà, donc j'en ai terminé. Je crois que j'étais un petit peu long. Je m'en excuse, Monsef. Diapositive. Moi, j'ai travaillé pendant un an à la fois comprendre ce qui se passait, mettre un peu d'ordre, si on pouvait, en tout cas, essayer de rendre un peu plus logique les choses et de proposer une exécution sur les 3 années qui viennent. Mon travail et surtout le travail du ministère ne s'arrête bien sûr pas là. Il s'agit de suivre tout ça. Et donc, comme vous ne l'avez peut-être pas bien vu, mais en dessous de chacune des actions, il y a un responsable, qui est une direction du ministère de la Santé, ou pas de la Santé d'ailleurs, ça peut être un autre ministère, notamment pour vous, ça peut être les Outre-mer. Et donc, on va essayer, minimum 2 fois par an, voire 3, de réunir un petit peu les pilotes de toutes ces actions pour savoir un peu si tout se passe bien et s'ils rencontrent des difficultés. Et puis aussi pour faire évoluer les choses, parce que le terrain peut faire remonter des nouvelles idées de choses qu'il faut ne pas faire ou faire différemment, ou rajouter des idées. Et puis, à nouveau, je vous rappelle aussi, la science peut nous amener à revisiter un certain nombre de choses. Quand la première feuille de route a été créée, la PrEP, par exemple, c'était encore un petit peu incertain. D'accord, voilà. Et maintenant, la PrEP fait partie très clairement des objectifs prioritaires de la prévention combinée. Donc, il faut qu'on puisse adapter aussi la stratégie aux avancées scientifiques. Et donc, c'est ça un petit peu qu'on va essayer de faire dans les 3 années à venir. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Voilà, donc la DGS, il y a des contacts privilégiés à la DGS, mais l'ARS les connaît au moins aussi bien que moi. Et je crois que je vous avais mes contacts sur la dernière diapositive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc je suis Marouf Eliassir, conseiller départemental du canton de Mamoudzou 2. Je vous remercie déjà pour la qualité de la présentation et du travail qui nous a été présenté là. Moi, je suis resté un peu sur ma faim dans cette stratégie nationale et sur le focus qu'il y a eu sur Mayotte. Je vais dire les choses comme je le pense et je le sens. Nous avons eu l'habitude pendant très longtemps d'avoir des structures qui étaient pilotées dans l'océan Indien, mais surtout à partir de l'île de la Réunion. Dans cette stratégie que vous venez de nous présenter, on aurait aimé un peu plus de précision sur le focus Mayotte, parce que nous sommes sur la même zone que l'île de la Réunion, mais nous avons des particularités qui n'existent pas du tout à l'île de la Réunion, notamment sur les questions de santé. Et moi, je me pose beaucoup de questions, notamment sur la coordination au niveau du Corévi OIC, Océan Indien, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une ARS Mayotte de plein exercice, entre parenthèses. Donc, est-ce qu'il ne serait pas opportun de apporter dans cette stratégie nationale et faire la non-maîtrise de la démographie, donc notamment liée aux questions des naissances. Donc on aurait souhaité, nous, faire un corollaire entre toutes ces choses-là et profiter de ces actions de prévention qui seront conséquentes sur le territoire, peut-être pour intégrer cet élément-là qui ne concerne pas forcément la santé sexuelle, mais qui y contribue à un certain moment. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup de ce... Évidemment, les questions sont tout à fait justes et bien vues. Alors, première chose, j'ai dit qu'il y a 37 mesures, 28 générales, 9 outre-mer. Les 28 générales,
s'appliquent ou sont applicables absolument partout. C'est-à-dire que déjà, le corpus de 28 priorités pour 4 ans, vous y avez tout à fait, vous devez les mettre en place, enfin l'ARS doit vous aider à les mettre en place et les autres partenaires, parce qu'elles doivent s'appliquer partout. On voudrait qu'il y ait l'égalité dans ce domaine. Après, il y a eu l'idée d'avoir 2 actions spécifiques à tous les territoires ultramarins parce qu'on a pensé qu'il y avait quelque chose en plus pour eux qu'il fallait rajouter. Donc, c'est les 2 premières que j'ai présentées. Et après, on a demandé à chaque territoire, au travers des ARS, je dis bien au travers des ARS, de faire remonter une priorité supplémentaire par territoire. Donc, vous voyez, donc ça fait 28 plus 2 plus 1. Ça fait donc 31 priorités pour un territoire donné comme Mayotte. Donc, je trouve qu'il y a pas mal à prendre, il y a pas mal à faire. Peut-être que la priorité Mayotte, telle qu'elle est remontée, elle va peut-être pas satisfaire tout le monde, je l'entends. Mais voilà, au moins c'est comme ça que ça a été construit. En tout cas, n'oubliez pas que les 28 premières, il ne faut surtout pas les oublier. C'est pas parce qu'il y a un volet ultramarin que tout le reste, il faudrait l'oublier. Tout le reste, c'est quand même ce qui constitue le corps de la chose. Deuxième question que vous avez posée, la question de la coordination. Alors, je partage bien sûr votre point de vue. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur Corévie, Océan Indien. Moi, le point de vue que j'apporte et pour lequel le ministère a rebondi, c'est une stratégie qui est quand même assez ambitieuse. Et il y a finalement très peu de stratégies thématiques dans la stratégie nationale de santé. Vous avez le cancer, vous avez la santé sexuelle et reproductive, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Ça mérite un peu plus un effort de coordination. Voilà. Et comme je l'ai montré tout à l'heure sur la diapositive, ce qui se passe dans la réalité, c'est que c'est une activité multiple pour laquelle le chef d'orchestre, c'est finalement l'ARS. Voilà. Mais c'est l'ARS qui fait la coordination. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a quand même déjà les Corévis qui avaient une mission de coordination mais assez spécifique, initialement que sur le VIH, puis après c'est devenu le VIH et les IST. Et puis le VIH et les IST, on a rajouté pour certaines ARS le dépistage et pour certaines ARS d'autres missions, mais à chaque fois on était à la limite de ce qu'on nous demandait de faire et on ne savait pas. Moi je suis président de Corévie en Nouvelle-Aquitaine. Parfois l'ARS nous dit « et si vous faisiez ça pour nous ?» Ben oui, on veut bien le faire, mais ce n'est pas dans les textes. Non, mais ce n'est pas grave, on pourra le faire. Donc il est temps, vu l'ambition qu'a cette stratégie, de revisiter la problématique de la coordination et dans ce cadre-là, de repositionner la problématique des Corévis. J'ose espérer, pour répondre à votre question plus précisément, que la mission de l'IGAS qui va s'intéresser au sujet va avoir un focus différent. Enfin, elle va s'intéresser aux Corévis de métropole et aux Corévis d'outre-mer de manière différente et qu'elle va faire des préconisations sur le domaine. Je dois vous avouer quand même qu'entre mon Corévie qui comporte 12 départements, puisque de Bordeaux, je dois aussi bien coordonner des choses qui se passent à Poitiers, à Limoges et à Pau ou Bayonne, et puis le Corévie Paris-Sud, qui a donc un tout petit territoire, mais évidemment beaucoup d'acteurs et beaucoup d'usagers, etc., les problématiques ne sont pas non plus les mêmes. Vous voyez, donc on a des problématiques de territoire qui sont différentes. Donc voilà, donc il faut laisser à l'IGAS l'occasion de faire son travail. Bon, ils vont m'interroger en tant que président très très vite, là, dès le mois de mars. Je vais leur suggérer très fortement de venir vous voir, en tout cas de venir s'intéresser au territoire ultramarin et de ne pas se contenter de faire ça depuis Paris, ce qui n'est pas d'ailleurs leur manière de faire. Je crois qu'il y avait une troisième question, mais je ne sais plus ce que c'était. Enfin, je ne sais pas si je l'ai traité. Alors, sur l'IREPS. Alors, vous savez, en métropole, ce n'est pas très différent finalement d'ici. Il y a peu d'acteurs. Et donc, je suis aussi président de l'IREPS dans ma région. Donc, je sais ce que c'est que les problématiques de l'IREPS. J'ai cru comprendre qu'il y avait un sujet ici, qui avait eu des problèmes. Nous en avons connu dans notre région aussi dans le passé. On a fait des fusions, on a fait des réorganisations très profondes. Je pense qu'effectivement, un IREPS a tout à fait nécessité d'exister pour répondre et effectivement pour à la fois traiter sur le plan de l'information, de la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive, mais de les englober dans une communication plus large. Le public ne peut pas se contenter d'avoir que ça. Voilà. Mais après, moi, je ne connais pas suffisamment la dynamique locale. Je ne me permettrai pas pour vous faire des conseils, en tout cas pas tout de suite. Merci François. Il y a une question de
Radia Djebar de SIDA Info Service. Oui, Après, j'en ai en fait plusieurs. Alors, J'ai une remarque. On va faire très court. Oui, voilà, je Oui, laisse le professeur Dabis décider s'il répond maintenant ou s'il répond plus tard à mes questions, parce que je ne comprends pas ce que c'est une question de précision par rapport aux autres. D'abord, j'ai une remarque, parce que vous avez dit que vous voulez faire de santé.fr l'offre pour accéder au service de santé sexuelle le plus proche. Je voulais juste vous rappeler que SIDA Info Service avait un annuaire de plus de 3000 références mis à jour pratiquement en temps réel et qu'on peut le mettre à votre disposition plutôt que d'aller chercher autre chose. Ça, c'était ma première remarque. C'était juste une remarque. Vous rappelez que cet annuaire existe. Et que SIDA Info Service existe, vous n'êtes pas en train de me le rappeler. Et puis, vous avez parlé de, parmi donc, les objectifs de la feuille de la route, améliorer l'accès à la santé sexuelle des femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Oui. Je voulais juste vous rappeler que la problématique des femmes et des rapports vaginaux, quand on parle de rapports vaginaux, on parle des femmes cis, des hommes trans réassignés, des hommes trans non réassignés et des femmes trans réassignées. Donc la prévention en santé sexuelle pose beaucoup de problèmes dans cette communauté, et notamment l'accès à la PrEP. Il y a eu des améliorations dans les recommandations de la prise de la PrEP concernant les hommes, et pas du tout d'amélioration concernant les femmes, parce qu'il n'y a pas eu de travaux. Et donc peut-être que la PrEP peut être un moyen de prévention très très important. Donc comment améliorer l'accès à la PrEP dans les rapports vaginaux réceptifs. Ouais. Et ma dernière question concerne, peut-être que vous ne pouvez pas y répondre, concerne VIH test. Oui. Qu'en est-il de l'accès des mineurs et des personnes qui n'ont pas de sécurité sociale? Dans l'aboussant sans ordre, l'ARS prenait à sa charge le test chez les mineurs de 16 ans qui ne voulaient pas déclarer le test, et chez les personnes qui n'avaient pas de sécurité sociale. Qu'en est-il pour VIH test? Merci. Alors, je vais répondre à l'envers, donc je vais partir de la dernière. Sur la dernière question, je ne sais pas répondre aujourd'hui à votre question, mais vous n'êtes pas les seuls à faire remonter cette question auprès du ministère et de la CNAM, de l'assurance maladie. Donc je peux imaginer qu'il y aura une réponse assez vite, surtout que maintenant Vitest est en train de se décliner dans les régions, enfin en tout cas dans certaines régions. Nous on commence le mois prochain. Donc il faut qu'on trouve une solution, et est-ce que ça sera une solution nationale? Je l'espère, et pour l'instant il n'y a pas eu d'arbitrage qui a été donné. Deuxièmement, pour toutes les difficultés nouvelles, ou toutes disons, la promotion de la PrEP dans le maximum de population ou sous-population d'usagers possible, il va y avoir un vrai groupe de suivi qui va être mis en place pour la question de la PrEP, parce que voilà, la PrEP, on espère la faire passer quand même une étape nouvelle, quoi. Et je vois par exemple, on a fait notre première réunion de sensibilisation des médecins généralistes en Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et on a eu plus de 70 médecins connectés nouveaux. Vous voyez, voilà. Donc il y a un potentiel. Ça ne résoudra pas les questions des populations dont vous parlez. Donc il faut qu'on maintenant on aborde ces problèmes un par un. On a voulu les aborder tous d'emblée, on n'y est pas arrivé. Maintenant que peut-être que le problème des HSH va être mieux résolu, on va peut-être pouvoir s'intéresser plus particulièrement. Santé.fr, SIDA Info Service. À nouveau, moi je ne suis pas fonctionnaire du ministère de la Santé. Hein. Je suis ici pour présider une stratégie nationale. Donc c'est pas moi in fine qui prend les arbitrages. Je pense qu'il y a des liens qui vont être faits entre les deux. L'idée à nouveau, c'est plus d'être dans le transversal, et que Santé.fr soit un portail généraliste, hein, dans lesquels on va trouver des choses. Mais j'ose espérer qu'on vous met vous allez travailler dans ce contexte-là. En tout cas, je l'espère. Merci François. Je ne crois pas que... Il y a une autre question. Présentez-vous. Bonjour, je suis Youssouf Hassani, responsable de Santé publique France à Mayotte. Je suis épidémiologiste. Tout à l'heure, vous avez parlé de renforcer l'intégration régionale, et vous avez parlé de la COI. Oui. Et moi, je sais qu'ici, en région, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des blocages politiques. Je prends l'exemple du réseau SEGA. Oui. C'est un réseau de surveillance épidémiologique, justement. Donc, nous, on devait participer
au titre de Santé publique France pour ce réseau, mais on ne peut pas parce que justement donc, il y a ces blocages politiques, ce qui fait qu'on passe par la réunion justement pour remonter nos données. Donc du coup, si vous parlez de renforcer, je ne sais pas si c'est l'ARS ou le ministère la responsabilité initiale de cette fiche action-là, a été donnée au ministère des Affaires étrangères, donc de la Direction générale de la mondialisation, avec qui j'avoue que je n'ai pas eu de contact récent là-dessus, j'en ai d'autres sur d'autres choses, donc je les interrogerai. Je dirais que les planètes sont un peu mieux alignées peut-être parce que la commission de l'océan Indien est quand même présidée par un Français, là depuis un peu plus d'1 an. Donc on peut peut-être faciliter les choses. En plus, c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu médical et le milieu de la santé. Mais je n'ai pas d'informations plus récentes là-dessus et ça serait intéressant, effectivement. J'entends ce que vous dites, que pour votre territoire notamment, ça me semblerait très logique qu'on renforce, qu'on vous donne des moyens de renforcer. La COI, justement, l'avantage, c'est qu'elle a des moyens. Et des moyens financiers qu'elle peut mettre à disposition des territoires. Donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant pour... voilà. Je n'ai pas d'informations pratiques, mais je ferai remonter cette demande. Oui. Moussef, je crois qu'il y a une dernière question. Pardon, excuse-moi, Marc, mais je ne sais pas si... Non, c'est Moussef. Monsef, pardon, qui va faire... Bonjour, rebonjour. Moi, j'avais juste quelques remarques à faire, effectivement, pour reparler du fait que, déjà sur la stratégie en santé sexuelle et sur la fiche action qui a été faite, effectivement, on a été sollicité à l'ARS. Et parmi celles qui ont été décidées pour Mayotte, il est apparu, en tout cas, c'était déjà une des priorités de l'ARS, c'était l'information sur la contraception et l'accès à la contraception, en tout cas dans la feuille de route de l'ARS, parce qu'effectivement, on a la stratégie en santé sexuelle, mais on a également le plan régional de santé qui est propre à Mayotte, et donc du coup, parmi lesquels l'accès, en tout cas, la santé de la femme et de l'enfant, l'accès à la contraception, pouvoir avoir le choix de sa grossesse aussi, ça fait partie des priorités. Et la deuxième remarque, effectivement, donc il y a le labo sans ordo. Vitesse. Nous, on est effectivement, à Mayotte, on a toujours cette problématique du fait que pour la contraception, par exemple, c'est très bien d'avoir la gratuité pour les 25 ans, mais quand on a quasiment la moitié de la population qui n'est pas affiliée, ça nous concerne qu'à moitié. Pour le VIH test, pareil, on a un laboratoire de ville sur tout le territoire. C'est bien, mais du coup, ça reste concentré à Mamoudzou. Et en plus de ça, encore une fois, les personnes qui ne sont pas affiliées ne peuvent pas y avoir accès. Donc c'est vrai que du coup, on reçoit ça un peu du national, mais c'est très difficilement applicable sur nos territoires ou alors trop peu applicable. On travaille notamment sur... là, on va devoir mettre en place une nouvelle semaine de la santé sexuelle en mai. Ça, par contre, c'est applicable. C'est applicable, mais encore une fois, les thématiques sont nationales et la première thématique qui a été choisie, on va la mettre en place et c'est très bien parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est effectivement on est en plein dans le thème sur la discrimination des personnes vivant avec le VIH. C'est très bien, mais du coup... on a toujours un problème d'adaptation entre le national et les territoires d'outre-mer. Enfin, moi, je parle pour Mayotte, puisque on travaille ici à Mayotte. Mais sur les outils qui sont produits, voilà. Et donc, du coup, je voulais juste réagir sur le fait que c'est très bien ça bouge au niveau du national, mais on aimerait bien que ça puisse être applicable à Mayotte. Oui. Merci. Un mot rapide, François. Oui, donc ça renvoie à la question de la coordination et de la liberté. Moi, d'après ce que je comprends de la DGS aujourd'hui, et je crois que le ministère des Outre-mer a été très présent quand même dans l'élaboration de la feuille de route numéro 2, vous pouvez revendiquer une certaine flexibilité. Après, je ne suis pas à nouveau dans l'exécution, c'est pas moi qui signe quoi que ce soit au ministère, mais j'ai l'impression qu'il y a une écoute quant aux spécificités, et notamment aux spécificités de ce territoire. Voilà. Et du coup, ça pose la question de la coordination. On ne peut pas imaginer non plus que la coordination soit la même par Île-de-France et ici, et d'ailleurs dans le reste de la métropole. Voilà. Donc on espère qu'il y aura une certaine flexibilité, plus de flexibilité.
Merci François.